La nuit où tout a commencé, personne n'aurait cru qu'un simple geste pouvait renverser un destin. Un mécanicien ruiné, seul dans un garage oublié, a tendu la main à une inconnue trempée par la pluie, sans savoir qu'elle portait un secret capable de changer sa vie pour toujours. Ce soir-là, en offrant ses derniers euros, Thomas pensait perdre encore un morceau de lui-même. Il ne savait pas qu'il venait d'ouvrir la porte d'un miracle. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. La pluie tombait si fort qu'on aurait dit qu'elle effaçait les rues une par une. Dans son petit garage de Belleville, Thomas baissait le rideau métallique avec cette lassitude qui s'installe quand chaque journée ressemble à une bataille perdue d'avance. Il n'avait presque rien gagné. Il ne savait même pas comment il paierait le loyer du mois. Les flaques grossissaient, les gouttes frappaient le sol comme des aiguilles, et Paris semblait vouloir se refermer sur lui. C'est alors qu'il l'aperçut. Une silhouette, d'abord floue sous le rideau de pluie, puis de plus en plus distincte. Une femme, trempée jusqu'aux os, poussant une moto lourde qui glissait sur les pavés. Elle avançait par petits gestes brisés, comme si chaque pas lui coûtait un morceau de courage. Sa veste en cuir noir brillait sous l'eau, ses cheveux sombres plaqués contre son visage glacé. Elle respirait vite, trop vite, comme quelqu'un qui n'a plus de force mais qui continue quand même parce qu'il n'a pas d'autre choix. Thomas sentit son ventre se serrer. Il pensa à son père. À cette phrase qu'il répétait toujours, la gentillesse ne coûte rien, mais elle peut sauver quelqu'un. Il rouvrit le rideau d'un geste et courut vers elle sans réfléchir. La moto manqua de basculer, il la rattrapa in extremis. La femme leva les yeux. Ses pupilles sombres brillaient de peur, de honte et d'un immense soulagement mêlé. Elle tenta de parler, mais sa voix tremblait trop. Alors Thomas l'invita simplement d'un signe à entrer, comme on protège quelqu'un d'une tempête intérieure. Dans la chaleur fragile du garage, il lui donna une vieille serviette et un café brûlant. Elle serra la tasse comme un trésor. Entre deux respirations, elle expliqua que sa moto s'était arrêtée, qu'elle avait marché sous la pluie pendant des kilomètres, et qu'elle n'avait plus personne à appeler. Thomas examina la machine. Le verdict tomba, une panne sérieuse, des heures de travail, des pièces coûteuses. Quand il annonça le prix, son visage se vida. Elle montra timidement son portefeuille, 40 €. Rien d'autre. Sa carte était bloquée. Elle murmura un pardon presque inaudible. Ce fut à cet instant précis que Thomas fit un choix qui n'avait rien de raisonnable, mais tout d'humain. Il réparait la moto gratuitement. Et plus encore, il lui donna les 20 € qu'il lui restait pour rentrer chez elle. Elle resta immobile, incapable de parler, les yeux brillants comme si quelqu'un venait de rallumer un morceau d'espoir. Quand elle quitta le garage, Thomas ne savait qu'une seule chose, il avait fait ce qu'il fallait. Il n'imaginait pas une seconde que cette inconnue, Sophie, venait de mettre sa vie entière sur une nouvelle trajectoire. Et cette nuit-là, pendant qu'il réparait la moto sous la lumière fatiguée d'une vieille ampoule, le destin se préparait déjà à frapper à sa porte. Elle était déjà là quand Thomas arriva, assise sur les marches du garage, les mains jointes comme si elle attendait quelque chose d'important. La pluie avait cessé, laissant dans l'air cette odeur de pierre mouillée qui accompagne toujours les matins difficiles. Sophie se leva d'un bond quand elle le vit. Ses vêtements étaient secs cette fois, mais dans ses yeux restait la trace de la nuit précédente, une gratitude silencieuse, presque douloureuse. Elle s'approcha de la moto que Thomas avait passé des heures à réparer. Ses doigts parcoururent la carrosserie comme si elle reconnaissait chaque détail, chaque son, chaque souffle du moteur. Elle comprenait les machines, c'était évident. Thomas observa, surpris, cette femme qui semblait savoir exactement où poser la main pour sentir si tout allait bien. Il actionna le contact. Le moteur rugit avec une précision parfaite. Sophie sourit, mais c'était un sourire étrange, profond, chargé d'un respect rare. Pendant un instant, elle sembla chercher ses mots, comme si elle voulait dire plus qu'un simple merci. Finalement, elle sortit de son sac une petite carte blanche et la lui tendit. Rien qu'un nom, un numéro, rien de plus. Thomas la glissa machinalement dans son portefeuille, sans imaginer une seule seconde que ce rectangle de papier allait bouleverser sa vie. Les jours suivants furent une lente descente vers l'angoisse. 2 petites réparations, 70 €. Le propriétaire qui frappait à la porte, le regard dur, lui donnant un ultimatum pour payer le loyer. Thomas ne dormait plus. À la fin du week-end, il ouvrit son portefeuille sans réfléchir, cherchant un billet oublié, et la carte tomba sur la table. Ce nom. Ce numéro. Et l'image de la femme sous la pluie revint comme un appel. Il hésita longtemps. Puis il appuya sur le numéro.
Une voix professionnelle répondit immédiatement, « Bureau de Madame Laurent, bonjour. » Thomas resta figé. « Bureau ? Madame Laurent ?» Il murmura son nom. Un silence. Puis une voix qu'il reconnut, celle de Sophie, chaleureuse, soulagée même, comme si elle l'attendait. Elle lui donna un rendez-vous le lendemain, avenue des Champs-Élysées. Quand Thomas raccrocha, son cœur battait trop vite. Quelque chose lui échappait. Quelque chose de grand, d'impensable. Le lendemain matin, il se retrouva devant un immeuble magnifique, portier en uniforme, marbre brillant et plaques dorées. En montant les escaliers, il avait l'impression de pénétrer dans un monde auquel il n'avait jamais appartenu. Et au fond de lui, une peur douce mais profonde lui disait que cette rencontre n'avait jamais été un hasard. Le hall de Laurent Motor ressemblait à un autre univers. Les murs de verre reflétaient la lumière du matin comme des miroirs interminables, et le marbre clair du sol semblait trop parfait pour être foulé par les chaussures usées de Thomas. Il avança lentement, presque maladroitement, observant les employés élégants qui traversaient l'espace avec assurance. Lui, il avait encore l'odeur de l'huile mécanique sur ses vêtements. Il se sentit minuscule. Une secrétaire l'accueillit avec un sourire professionnel et le conduisit vers une salle d'attente luxueuse. Des fauteuils en cuir, des magazines qu'il n'avait jamais touchés de sa vie, et un silence lourd de prestige. Thomas ne savait même pas où poser ses mains. Puis la porte s'ouvrit, et il la vit. Sophie n'avait plus rien de la femme trempée et fragile qui l'avait recueillie. Tailleur gris parfaitement coupé, cheveux impeccablement coiffés, démarche assurée. Une femme de pouvoir, une dirigeante habituée aux décisions qui changent des vies. Pourtant, quand elle posa son regard sur lui, il retrouva instantanément la douceur de la nuit pluvieuse. Cette chaleur discrète qu'elle gardait derrière toute cette force. Elle l'invita à entrer dans son bureau. Une vaste pièce avec vue panoramique sur Paris. Thomas ne savait pas quoi dire. Sophie le regarda un instant, comme si elle évaluait la meilleure manière de lui révéler la vérité. Elle expliqua tout. Pourquoi elle n'avait appelé personne ce soir-là. Pourquoi elle avait laissé la pluie la couvrir au lieu de contacter ses équipes. Elle voulait voir si la gentillesse existait encore, si quelqu'un, quelque part, serait prêt à aider sans rien attendre en retour. Thomas avait été ce quelqu'un. Et à ses yeux, cela valait autant qu'un diplôme ou 20 années d'expérience. Elle lui parla de l'entreprise, du nouveau projet de garage premium, de la confiance qu'elle cherchait chez les gens. Puis elle posa l'offre sur la table, un poste de responsable principal, un salaire fixe, des avantages, et une évolution rapide vers directeur technique. Thomas resta muet. Lui ? Responsable ? Il tenta de protester, de dire qu'il n'était qu'un petit mécano de quartier. Mais Sophie se contenta de sourire. Elle avait fait vérifier son travail par 3 experts, c'était impeccable. Il avait la compétence. Et surtout, il avait le cœur. Quand il signa, ses mains tremblaient. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il ne savait pas que Sophie, discrètement, avait déjà envoyé quelqu'un régler son loyer en retard. Il ne voyait qu'une chose, pour la première fois de sa vie, une porte s'ouvrait vraiment. Le premier matin à Montreuil, Thomas sentit immédiatement le poids des regards. Les mécaniciens, plus âgés, plus expérimentés, l'observaient comme on scrute un intrus qui n'a pas gagné sa place. Certains murmuraient entre eux, d'autres se contentaient de lui lancer des sourires crispés. Thomas comprit vite, personne ne lui ferait de cadeau. Il devrait prouver chaque jour qu'il méritait d'être là. Il ne répondit pas aux doutes. Il se mit simplement à travailler. À genoux sur le béton, les mains noircies de graisse, concentré comme s'il réparait des morceaux de vie et non des moteurs. Il arrivait avant tout le monde, repartait après les autres, et ne refusait jamais d'expliquer quelque chose à un apprenti, même si on lui parlait sèchement. Peu à peu, quelque chose changea. Un mécanicien qu'il pensait hostile resta un jour silencieux à l'observer démonter un système électrique délicat. Un autre le vit calmer un client arrogant qui exigeait un remboursement impossible. Thomas ne se défendait jamais en haussant la voix. Il expliquait, rassurait, trouvait des solutions, parfois même en faisant plus que ce que la facture indiquait. Les clients commencèrent à revenir en demandant son nom. Les mécanos, eux, se surprirent à venir lui demander conseil. Avec le temps, il devint ce lien invisible qui tient une équipe debout sans jamais s'imposer. Lorsqu'un conflit éclata entre 2 techniciens, Thomas intervint sans autorité inutile, juste avec cette patience désarmante qui mettait chacun face à sa propre mauvaise foi. Ils finirent par le respecter, puis par l'apprécier, presque sans s'en rendre compte. Chaque semaine, Sophie venait inspecter le garage. Elle restait souvent à distance, se contentant d'observer. Elle voyait les regards changer, voyait l'énergie différente dans l'atelier.
Elle voyait Thomas s'agenouiller pour aider un jeune débutant, ou serrer la main d'un client avec une sincérité rare dans ce milieu. Et chaque fois, elle repartait avec un petit sourire discret. Au bout de 6 mois, les chiffres parlèrent d'eux-mêmes, le garage de Montreuil était devenu le plus rentable de toute l'entreprise. Les clients y venaient pour l'honnêteté, les employés y restaient pour l'ambiance, et Thomas, sans jamais hausser la voix, avait transformé un simple atelier en un lieu où la confiance renaissait. Un vendredi soir, alors qu'il rangeait ses outils, son téléphone vibra. Un message de Sophie. Demain, Paris. 10 heures. C'est important. Il sentit immédiatement que ce rendez-vous ne serait pas comme les autres. Une partie de lui pressentait que quelque chose de plus lourd que des félicitations l'attendait. Le lendemain, Thomas franchit une nouvelle fois les portes de Laurent Motor. Mais cette fois, l'air n'avait plus le même poids. Il pressentait que quelque chose allait basculer. Sophie l'attendait dans son bureau, plus sérieuse que d'habitude. À ses côtés se tenaient 2 hommes impeccablement vêtus, Marc Dubois, le directeur financier, au regard tranchant, et Pierre Martin, responsable des opérations, dont le visage semblait difficile à lire. Sophie alla droit au but. L'entreprise se développait à une vitesse qu'elle n'avait jamais anticipée. Nouveau garage, nouveau contrat, nouveau marché. Il fallait quelqu'un de solide, quelqu'un qui comprenne l'importance de la qualité, mais aussi la valeur humaine derrière chaque machine. Elle avait choisi Thomas. Quand elle annonça le titre directeur technique national, Thomas crut avoir mal entendu. Responsable de tous les garages de France. Lui, un ancien mécanicien qui avait passé sa vie dans un atelier humide. Il tenta de protester, de dire qu'il n'était pas prêt, qu'il n'avait pas les compétences pour gérer autant d'équipes. Mais Sophie balaya ses doutes. Elle avait observé son travail, vu comment il gérait les conflits, comment il inspirait confiance. Elle savait qu'il était capable de plus qu'il ne le pensait. Le poste changea sa vie immédiatement. Thomas se retrouva dans des trains, des avions, des salles de réunion où l'on attendait de lui des solutions rapides et des décisions lourdes. Il visitait des ateliers à Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Partout, il rencontrait des employés fatigués, des systèmes inefficaces, des équipes démoralisées. Et chaque fois, il apportait ce qu'il avait toujours offert, du respect, de l'écoute, et cette façon simple de voir les choses qui rendait chaque problème moins écrasant. Les journées devinrent interminables. 14 heures parfois, sans pause. Mais pour la première fois, Thomas ne se sentait plus écrasé par le travail. Il se sentait utile. Il voyait des garages renaître, des équipes se ressouder, des mécaniciens reprendre confiance. L'entreprise changeait, et il y contribuait réellement. 1 an après cette nuit pluvieuse, il ne ressemblait plus au jeune homme qui comptait ses pièces de monnaie pour survivre. Il avait un appartement décent, un salaire stable, une place légitime dans une entreprise qu'il respectait profondément. Surtout, il avait retrouvé une dignité qu'il pensait perdue depuis la mort de son père. Un soir de novembre, Sophie lui envoya un message bref. « Ce soir, dîner. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Il sentit dans ces mots une gravité nouvelle, comme si elle s'apprêtait à ouvrir un chapitre d'elle-même qu'elle n'avait jamais montré à personne. Le restaurant dominait Paris comme un balcon suspendu dans le ciel. De la terrasse, la tour Eiffel semblait presque respirer, illuminée par un éclat doré qui se reflétait dans les verres. Thomas arriva avec quelques minutes d'avance, nerveux sans comprendre pourquoi. Quand Sophie franchit la porte, il sentit aussitôt que ce dîner ne ressemblait pas aux autres. Elle n'avait pas l'allure de la dirigeante inébranlable qu'il voyait au bureau. Ce soir-là, elle avait quelque chose de plus fragile dans le regard, comme si elle venait enfin déposer un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Ils parlèrent d'abord de choses simples. Le travail, les garages, les nouveaux projets. Puis, doucement, les silences se firent plus lourds, plus sincères. Sophie posa son verre et inspira profondément. Sans détour, elle commença à raconter l'histoire qu'elle avait gardée cachée derrière ses réussites. Elle parla de son père, de son petit garage délabré, du jour où il était parti trop tôt en laissant derrière lui des dettes et une jeune femme qui n'avait que son courage pour avancer. Elle raconta les années de lutte, les journées où elle travaillait jusqu'à l'aube, les humiliations, les refus, les trahisons. Elle expliqua comment elle avait bâti Laurent Motor non pas pour devenir riche, mais pour honorer une promesse silencieuse faite à l'homme qui lui avait appris à réparer un moteur avant de savoir réparer sa propre vie. Thomas l'écoutait sans cligner des yeux. Dans l'histoire de Sophie, il retrouvait des échos de sa propre solitude. La peur de manquer, la fatigue de se battre seule, l'impression de porter la mémoire d'un père sans savoir si on la honore vraiment. Lorsqu'elle s'interrompit, il parla à son tour.
Il évoqua les nuits à genoux dans le garage de Belleville, la honte de ne pas y arriver, le vide laissé par la disparition de son père, et cette voix intérieure qui l'empêchait d'abandonner. Un silence doux les enveloppa. Pas un silence gênant, mais celui qui apparaît entre deux âmes qui se reconnaissent enfin. Sophie sortit un dossier, le posa devant lui. Cette fois, ce n'était pas une simple promotion. Elle lui annonça qu'elle voulait qu'il devienne vice-président des opérations techniques, avec une part réelle dans l'entreprise. Un geste immense, presque intime, parce qu'il ne représentait pas seulement la confiance, mais une place à ses côtés dans tout ce qu'elle construisait. Cette nuit-là, en rentrant, Thomas fit un détour. Il s'arrêta devant l'ancien garage de son père. Les lumières étaient éteintes, mais il resta longtemps à regarder la façade silencieuse. Puis il murmura une promesse, faible mais déterminée, il continuerait à bâtir quelque chose dont son père aurait été fier. Le programme Seconde Chance fut d'abord une petite idée, presque timide, offrir à 5 jeunes de quartiers difficiles la possibilité d'apprendre un métier, d'entrer dans une entreprise qui ne les jugerait pas sur leur passé, mais sur leur volonté d'avancer. Thomas y avait mis son cœur, son temps, parfois même une partie de son propre salaire. Très vite, les résultats dépassèrent toutes les attentes. Des garçons autrefois perdus devinrent des mécaniciens brillants. Des filles souvent ignorées trouvèrent une place où elles existaient enfin. Les ateliers où ils travaillaient gagnaient en énergie, en joie, en espoir. Mais tout le monde ne voyait pas cette réussite du même œil. Dans son bureau aux murs impeccables, Marc Dubois regardait les chiffres d'un autre angle. Pour lui, Seconde Chance n'était pas une révolution humaine, c'était une dépense inutile, une faiblesse émotionnelle qui grignotait les marges. Il commença alors ce que Thomas ne vit pas immédiatement, une lente, invisible guerre. Les budgets mirent soudain plus de temps à être validés. Les pièces nécessaires pour les formations arrivaient en retard. Dans les couloirs du siège, des murmures naquirent. Thomas serait trop naïf, trop généreux, trop sentimental pour un poste aussi stratégique. On insinuait que ses décisions étaient dictées par le cœur plutôt que par la logique. Chaque semaine, une nouvelle rumeur surgissait sans qu'il en comprenne l'origine. Thomas sentit l'isolement s'installer. Certains dirigeants, autrefois chaleureux, devenaient distants. D'autres évitaient son regard en réunion. Il continuait pourtant à travailler, persuadé que les résultats finiraient par parler. Mais la pression le rongeait lentement, comme une fissure qui s'élargit sans bruit. Puis l'accident arriva. À Lyon, un mécanicien récemment recruté fit une erreur grave en montant un système de freinage. Le client, victime d'un grave accident, survécut de peu. L'affaire fit du bruit. Les médias s'emparèrent du scandale, dénonçant un manque de rigueur dans un garage pourtant réputé. Marc saisit immédiatement l'occasion. Il convoqua les dirigeants, brandissant le drame comme la preuve que Thomas mettait l'entreprise en danger. Il parla fort. Il parla vite. Il cita des chiffres, des risques et les soi-disant faiblesses d'un directeur qui, selon lui, avait laissé l'émotion prendre le pas sur l'exigence. Les visages autour de la table changèrent. Certains hésitèrent. D'autres se laissèrent convaincre. Pour la première fois depuis longtemps, Thomas comprit que sa place et tout ce qu'il avait construit pouvait s'effondrer en un instant. Et Marc n'allait pas s'arrêter tant qu'il ne l'aurait pas poussé à tomber. La salle du conseil était glaciale, comme si l'air lui-même refusait de laisser entrer la moindre humanité. Autour de la grande table en bois sombre, les membres du conseil consultaient des dossiers que Marc avait préparés avec une précision chirurgicale. Thomas entra, le cœur lourd, mais déterminé à affronter ce qui l'attendait. Il ne s'attendait pas à la violence des mots qui allaient suivre. Marc ouvrit la séance avec un calme inquiétant. Il exposa l'accident de Lyon, déformant chaque fait, en amplifiant d'autres, tissant un récit qui transformait une erreur isolée en preuve d'incompétence profonde. Il parlait comme un homme qui avait répété son discours des dizaines de fois. Tout était calculé, huilé, prêt à frapper. À chaque phrase, Thomas voyait les regards autour de la table se transformer. Hésitation d'abord, puis doute, puis réprobation. Sophie intervint. Sa voix claqua comme un fouet dans la pièce. Elle rappela l'intégrité de Thomas, son travail acharné, les centaines de succès qu'on oubliait volontairement pour se concentrer sur un seul malheureux incident. Mais Marc avait déjà planté les graines. Il présenta d'autres documents, d'autres interprétations biaisées. À la fin, malgré la défense acharnée de Sophie, la majorité vota pour le licenciement de Thomas. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber au sol. Sophie se leva lentement. Elle annonça qu'elle refusait de signer la décision. Qu'en tant que PDG, elle n'approuverait pas un licenciement basé sur des mensonges et des manipulations.
Son visage était ferme, mais son regard trahissait la tempête intérieure. Marc répliqua froidement que si elle persistait à protéger Thomas, elle se mettrait en danger elle-même. Et il le pensait vraiment. Le soir même, dans son bureau éclairé seulement par les lumières de Paris, Sophie raconta tout à Thomas. Les sabotages. Les rumeurs. Les pressions internes. Les réunions secrètes où certains actionnaires voulaient lui retirer son poste pour avoir perdu le sens des priorités. Elle parla avec une fatigue qu'il ne lui avait jamais vue. Thomas sentit son cœur se briser. Tout cela était arrivé à cause de lui. À cause de sa présence. Il lui prit les mains et dit qu'il démissionnerait s'il le fallait, pas par peur, mais pour la protéger, pour protéger l'entreprise qu'elle avait bâtie au prix de tant de sacrifices. Sophie secoua la tête. Elle ne voulait pas qu'il parte. Elle ne voulait pas céder à la manipulation de Marc. Mais elle reconnaissait que la situation devenait insoutenable. Pourtant, une chose demeurait certaine. Thomas n'accepterait pas de partir sans comprendre. Sans dévoiler la vérité. Sans savoir qui était réellement responsable de l'accident qui avait coûté si cher. Et dans ce silence chargé de douleur, une nouvelle détermination naquit en lui. Il ne fuirait pas. Il se battrait. Pour elle. Pour la justice. Pour tout ce qu'ils avaient construit. Les jours qui suivirent furent étranges, presque silencieux. Thomas ne dormait plus vraiment. Il arrivait avant tout le monde au siège, partait tard, le visage marqué mais la détermination intacte. S'il devait tomber, il tomberait après avoir découvert la vérité. Pas avant. Pas en abandonnant. Il commença par Lyon. Il passa en revue chaque document, chaque rapport, chaque planning. Les images des caméras, les notes internes, les échanges de mails. Il parla à chaque employé, pas en patron, mais en collègue, avec cette douceur qui poussait les gens à se confier. Peu à peu, un fil apparut au milieu du chaos. Et ce fil menait à Marc. Le mécanicien responsable de l'erreur n'avait jamais été validé par Thomas. En réalité, son dossier avait été modifié. Les certifications avaient été falsifiées. Son recrutement avait été fait en urgence, juste avant l'accident, par Marc lui-même. Un ami du fils du directeur financier. Un jeune homme sans formation réelle, engagé hors procédure, protégé par des signatures falsifiées. Plus Thomas creusait, plus il découvrait l'ampleur du mensonge. Marc n'avait pas seulement manipulé le recrutement. Il détournait de l'argent depuis des années. Des petites sommes d'abord, difficiles à remarquer. Puis des montants plus importants, dissimulés dans des budgets techniques, sous couvert de dépenses nécessaires. 3 ans de vol soigneusement camouflés. Quand Thomas réunit enfin toutes les preuves, il sentit ses mains trembler. Pas de colère. Pas de triomphe. Juste une profonde tristesse. Tout cela, pour détruire un innocent. Il alla voir Sophie immédiatement. Elle lut chaque ligne, chaque document, chaque échange de mails. Son visage devint de plus en plus sombre. Sans un mot, elle appela son avocat, puis un enquêteur privé. En quelques jours, tout fut vérifié, confirmé, étayé. Sophie convoqua alors une réunion extraordinaire du conseil. Dans la salle où avait eu lieu la trahison, elle déposa les preuves une à une sur la table. Marc tenta de nier, puis de se défendre, puis de menacer. Rien n'y fit. La vérité l'avait rattrapé. Il fut licencié sur le champ. 2 semaines plus tard, la police l'arrêta. Son arrogance disparut du jour au lendemain. Le conseil, embarrassé, présenta ses excuses à Thomas. Et réaffirma Sophie comme PDG incontesté. Puis, unanime, il offrit à Thomas un nouveau poste, directeur des opérations globales de l'entreprise. Un salaire énorme. Une reconnaissance officielle. Thomas accepta, mais demanda aussitôt que la moitié de son augmentation serve à agrandir Seconde Chance. Il voulait que d'autres aient la même opportunité que lui. Et pour la première fois, les dirigeants comprirent que son leadership n'était pas seulement efficace. Il était précieux. Marc ouvrit la séance avec un calme inquiétant. Il exposa l'accident de Lyon, déformant chaque fait, en amplifiant d'autres, tissant un récit qui transformait une erreur isolée en preuve d'incompétence profonde. Il parlait comme un homme qui avait répété son discours des dizaines de fois. Tout était calculé, huilé, prêt à frapper. À chaque phrase, Thomas voyait les regards autour de la table se transformer. Hésitation d'abord, puis doute, puis réprobation. Sophie intervint. Sa voix claqua comme un fouet dans la pièce. Elle rappela l'intégrité de Thomas, son travail acharné, les centaines de succès qu'on oubliait volontairement pour se concentrer sur un seul malheureux incident. Mais Marc avait déjà planté les graines. Il présenta d'autres documents, d'autres interprétations biaisées.
À la fin, malgré la défense acharnée de Sophie, la majorité vota pour le licenciement de Thomas. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber au sol. Sophie se leva lentement. Elle annonça qu'elle refusait de signer la décision. Qu'en tant que PDG, elle n'approuverait pas un licenciement basé sur des mensonges et des manipulations. Son visage était ferme, mais son regard trahissait la tempête intérieure. Marc répliqua froidement que si elle persistait à protéger Thomas, elle se mettrait en danger elle-même. Et il le pensait vraiment. Le soir même, dans son bureau éclairé seulement par les lumières de Paris, Sophie raconta tout à Thomas. Les sabotages. Les rumeurs. Les pressions internes. Les réunions secrètes où certains actionnaires voulaient lui retirer son poste pour avoir perdu le sens des priorités. Elle parla avec une fatigue qu'il ne lui avait jamais vue. Thomas sentit son cœur se briser. Tout cela était arrivé à cause de lui. À cause de sa présence. Il lui prit les mains et dit qu'il démissionnerait s'il le fallait, pas par peur, mais pour la protéger, pour protéger l'entreprise qu'elle avait bâtie au prix de tant de sacrifices. Sophie secoua la tête. Elle ne voulait pas qu'il parte. Elle ne voulait pas céder à la manipulation de Marc. Mais elle reconnaissait que la situation devenait insoutenable. Pourtant, une chose demeurait certaine, Thomas n'accepterait pas de partir sans comprendre. Sans dévoiler la vérité. Sans savoir qui était réellement responsable de l'accident qui avait coûté si cher. Et dans ce silence chargé de douleur, une nouvelle détermination naquit en lui. Il ne fuirait pas. Il se battrait. Pour elle. Pour la justice. Pour tout ce qu'ils avaient construit. Les jours qui suivirent furent étranges, presque silencieux. Thomas ne dormait plus vraiment. Il arrivait avant tout le monde au siège, partait tard, le visage marqué mais la détermination intacte. S'il devait tomber, il tomberait après avoir découvert la vérité. Pas avant. Pas en abandonnant. Il commença par Lyon. Il passa en revue chaque document, chaque rapport, chaque planning. Les images des caméras, les notes internes, les échanges de mails. Il parla à chaque employé, pas en patron, mais en collègue, avec cette douceur qui poussait les gens à se confier. Peu à peu, un fil apparut au milieu du chaos. Et ce fil menait à Marc. Le mécanicien responsable de l'erreur n'avait jamais été validé par Thomas. En réalité, son dossier avait été modifié. Les certifications avaient été falsifiées. Son recrutement avait été fait en urgence, juste avant l'accident, par Marc lui-même. Un ami du fils du directeur financier. Un jeune homme sans formation réelle, engagé hors procédure, protégé par des signatures falsifiées. Plus Thomas creusait, plus il découvrait l'ampleur du mensonge. Marc n'avait pas seulement manipulé le recrutement. Il détournait de l'argent depuis des années. Des petites sommes d'abord, difficiles à remarquer. Puis des montants plus importants, dissimulés dans des budgets techniques, sous couvert de dépenses nécessaires. 3 ans de vol soigneusement camouflés. Quand Thomas réunit enfin toutes les preuves, il sentit ses mains trembler. Pas de colère. Pas de triomphe. Juste une profonde tristesse. Tout cela, pour détruire un innocent. Il alla voir Sophie immédiatement. Elle lut chaque ligne, chaque document, chaque échange de mails. Son visage devint de plus en plus sombre. Sans un mot, elle appela son avocat, puis un enquêteur privé. En quelques jours, tout fut vérifié, confirmé, étayé. Sophie convoqua alors une réunion extraordinaire du conseil. Dans la salle où avait eu lieu la trahison, elle déposa les preuves une à une sur la table. Marc tenta de nier, puis de se défendre, puis de menacer. Rien n'y fit. La vérité l'avait rattrapé. Il fut licencié sur le champ. 2 semaines plus tard, la police l'arrêta. Son arrogance disparut du jour au lendemain. Le conseil, embarrassé, présenta ses excuses à Thomas. Et réaffirma Sophie comme PDG incontesté. Puis, unanime, il offrit à Thomas un nouveau poste, directeur des opérations globales de l'entreprise. Un salaire énorme. Une reconnaissance officielle. Thomas accepta, mais demanda aussitôt que la moitié de son augmentation serve à agrandir Seconde Chance. Il voulait que d'autres aient la même opportunité que lui. Et pour la première fois, les dirigeants comprirent que son leadership n'était pas seulement efficace. Il était précieux.